En manchette, aujourd'hui, projet de fibre optique à la Noret. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale diffusé sur les ondes de CTRB en ce 4 juillet 2025. Alain Bellumeur au pupitre. CTRB vous présente aujourd'hui la troisième partie de l'entrevue que nous a accordée Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Dans cette partie de l'entrevue accordée, il nous parle de l'abolition de la taxe numérique. Je vais te relancer parce que, on va le dire, notre entrevue a eu lieu le 30 juin. On est privilégié de t'avoir aujourd'hui. Bien content d'être avec vous. C'est ça. N'importe quand. N'importe quand. Mais il s'est passé plein de choses en fin de semaine. Oui. Puis là, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà une ligne de parti? As-tu déjà quelque chose? Oh, allez-y, on rappelle, bon, ben, dans le fond, il avait été voté, cette loi-là. C'est une loi qui avait été votée, cette taxe-là. La taxe sur le numérique, oui, Ouais, ça fait déjà plus qu'un an. Là. Sauf elle avait été votée en 2022, de ce que j'ai compris, 2022. 2024, je pense. En tout cas, mais l'idée, c'est qu'elle s'appliquait à partir de maintenant, les premiers paiements qu'elle a. Mais rétroactif à 2022 pour les paiements, mais la loi date de 2024. OK. Non, mais c'est ça, mais on résume, c'est quand même ça. Et ça, c'était 3 sur les Google, les Amazon, les Netflix. Pour faire mais il y avait aussi pour les médias, puis pour la culture. Mais il y avait aussi il y avait aussi le numérique des Vidéotrons et tout, là, parce que je sais que ça avait été décrié. Oui, ça touchait toutes ces entreprises-là. D'ailleurs, ces grandes entreprises-là, aujourd'hui, sont contentes. Ben oui, parce que dans le fond, les autres, ils n'en manquent pas d'argent. Puis là, ben, ils ont une taxe de moins, ils sont bien contents. C'est plus les petits. Puis c'est plus le milieu culturel qui est inquiet. On parle de nous autres. Oui. On vient de renoncer à 7 milliards sur 5 ans. On est déjà en méga difficile. Là. Ça va venir de ouf. Là, on a voté une baisse d'impôts aussi. Oui, qui commence demain. Oui, en fait, elle était déjà en application. Là. Elle a commencé demain, même si on n'avait pas fini de voter la loi. Ça, c'est une affaire que j'aimerais expliquer aux gens à la maison, là, si tu me permets. C'est que quand il y a une décision comme ça qui est prise, là, quand les voix émoignées, ça s'appelle comme ça, c'est très technique, c'est déposé au Parlement, ben, les mesures fiscales s'appliquent. Fait que Revenu Canada se sont déjà ajustés. Il y a les barèmes et tout ça. Fait que quand ils nous disent il faut absolument voter la loi avant le 20 juin, c'est essentiel, c'est de la boulette. C'est de la boulette. Parce qu'on aurait pu continuer à le débattre, on aurait pu attendre d'avoir un budget, voir où est-ce qu'ils prennent l'argent, puis la mesure était en application. Le meilleur exemple de ça, c'est l'imposition des gains en capital. C'est ça, en capital, tu sais, qui ont déjà été en application, puis là, finalement, la loi n'a jamais été votée. Elle n'a jamais été votée, puis là, si on se rappelle, en fin de semaine, jeudi, vendredi, M. Champagne, le ministre Champagne, avait bien dit que ce ne sera pas du négociant, qu'on continue, on va de l'avant avec cette taxe-là. Oui, je viens d'entendre à la radio tantôt, puis il disait que c'était important de faire ça pour permettre une entente globale avec les États-Unis. C'est ça. Moi, ça commence à m'inquiéter. En fait, ça ne commence pas, ça m'inquiète. Parce que là, je veux dire, on ramène ça, on ramène le fait que M. Trump a mentionné 51e État, que là, il coupait des relations pour les négociations, des tarifs et de tout, parce qu'il y avait cette taxe-là. Il venait de la découvrir alors qu'elle existait depuis plusieurs jours. Il y a la gestion de l'offre aussi. C'est ça, moi, mais c'est Il nomme toujours la gestion de l'offre, c'est rien de nouveau. Tu sais, quand les gens nous disaient en opposition à la loi, si on met la loi à Trump, il va être fâché, il va vouloir. Il y avait déjà. Au contraire, on l'écrit dans la loi, c'est un langage qu'il peut comprendre. C'est écrit dans la loi, je ne peux pas te le donner. T'sais. Mais moi, je vais te poser justement, tu viens de dire tantôt, toi, au niveau, en tant que je ne sais pas si tu as parlé à M. Blanchet dans la journée. Pas dans les derniers jours. Dans les derniers jours, mais ça serait quoi la position? Je dis, ça serait. On est très fâchés, nous autres. On est très fâchés. On n'est pas contents. On est connus, parce que c'est une taxe comme je vous disais, ça fait de l'argent disponible pour les milieux culturels et pour les petits médias. On parle de vous, les communautaires, on peut parler aussi des médias écrits dans les régions, là, qui sont, ceux qui s'impriment encore, ils ne sont pas épais, puis la distribution, à un moment donné, elle va venir de où l'information régionale qui touche les gens? On va tout écouter Radio-Canada Montréal. Puis on va avoir des nouvelles du boulevard René-Lévesque à Montréal, mais on ne saura pas ce qui se passe ni à Berthier ni à Louisville. Non, c'est un gros défi. Il faut l'assumer que pour nous autres, c'est un gros défi. Puis comme tu viens de dire, les soutiens s'effritent, que ce soit au niveau de Québec, parce qu'à un moment donné, ça va arriver aussi. Ils ont mis des coupures dans l'éducation. Ils ont le courage, entre guillemets, d'enlever de l'argent à l'éducation. C'est facile d'enlever à la culture aussi. Non, c'est compliqué. Bon, bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce que vous avez parlé, puis je pense que c'était très intéressant. On est vraiment pile poil sur l'actualité. C'est un jour. On revient aussi à cette rencontre avec Renaud Loranger,
du Festival de la Naudière. C'est le directeur artistique de l'organisme. Dans ce bout d'entrevue qu'il nous a accordé cette semaine, Renaud nous parle des spectacles hors mur du Festival La Naudière. On l'écoute. Un autre volet, Renaud, qui est très important maintenant, ça a commencé tout petit, mais je pense que c'est important, comme tu disais tantôt, de faire rayonner la musique dans la région de la Naudière et tout. Et c'est la série Hors les murs et Endroits insolites. On pourrait regrouper exact. dans ça. C'est à ton initiative, à un moment donné, que tu as décidé de dire pourquoi pas d'aller dans des endroits qu'on ne s'attend pas de voir de la musique, de rejoindre les gens, puis peut-être même des passants. L'après-midi, les gens se présentent dans un lieu touristique. C'est aussi parce qu'on s'était rendu compte que les concerts en église, en fait, la récital, la musique de chambre, on a la chance de pouvoir les donner dans de très belles églises de la Naudière, des belles églises historiques dans des beaux villages, qu'on choisit aussi les églises pour leur qualité acoustique, tout ça. Mais si tu veux, je me rends compte aussi que, sauf exception, on reste quand même sur un circuit peut-être de 6, 7, 8 églises qui sont souvent les mêmes. Oui. Donc, on visite souvent les mêmes villages, on est heureux d'y aller, puis les gens sont heureux de nous recevoir aussi. Mais d'élargir ça un petit peu, justement. Puis là vient l'idée de la série Hors les murs, ce qu'on appelle en anglais, si tu veux, le festival off, qui met vraiment l'accent sur les musiciens d'ici, québécois ou canadiens, mais surtout québécois, surtout des musiciens de la relève, pas que, mais surtout des jeunes artistes, qui sont vraiment déjà dans la carrière, là. C'est des musiciens professionnels, mais qu'on intègre de cette manière-là dans la saison du festival. Puis évidemment, nos églises, encore une fois, c'est moins le cas cette année. Des fois, c'est des gens qu'on reçoit, par exemple, en concert à l'amphithéâtre, qui restent un peu plus longtemps, qui vont après ça se produire en musique de chambre ou en récital. Cette année, je veux dire que je suis quand même très fier. On ne va pas à Berthier, malheureusement. Mais tu viens à Saint-Norbert. Moi, je te dirais, on vient à Saint-Norbert, c'est ça. Et ailleurs aussi. On a de très, très belles propositions dans les églises avec de grands artistes. Il faut le voir comme ça. C'est des gens à la rencontre desquels on peut aller dans ce contexte-là, dans un contexte très intime, avec peut-être 200, 300 personnes, pour une somme d'argent relativement modique. Les entendre vraiment dans l'intimité, se livrer, livrer à leur travail, puis nous livrer aussi une facette de leur art qu'on connaîtrait peut-être pas autrement. C'est le cas de William Christie qui vient nous voir en concert avec Justin Taylor, donc 2 clavecinistes ensemble à Saint-Jean-de-Mata. C'est le cas de Juliana Avdeyeva, la grande pianiste à Saint-Ambroise. C'est le cas de Leonardo Garcia Alarcón. On a parlé de lui déjà plus tôt dans la saison par rapport à l'Opéra de Monteverdi, à l'amphithéâtre Poppée. Sa troupe propose un concert à l'église de Saint-Jacques le 8 juillet. On a Christian Tetzlaff, le grand violoniste allemand, dans l'intégrale des sonates et partitas de Bach, et j'en passe et des meilleurs. Et pour Hors les murs, vois-tu, on a des lieux comme ça, par exemple, le musée d'art de Joliette, tu vas me dire, c'est moins inusité. Non, mais n'empêche. C'est un très bel endroit, c'est intéressant d'y aller aussi. Il y a le centre-ville de Joliette cette année. Le centre-ville de Joliette, toujours, c'est ça. On essaie quand même de garder un lien avec le Festival Mémoire et Racines, qui est important aussi ici dans la région. On a aussi... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a justement, c'est ça, des formations musicales aussi un peu différentes. Tu sais, vois-tu, par exemple, un groupe d'instruments de trombone, d'instruments de cuivre, mais vraiment de trombone spécialement. C'est très rare qu'on voit ça, ce genre de formation-là, plusieurs trombones ensemble. Un duo de guitare, par exemple. Le Quatuor Molinari. Dans la musique de Philippe Glass. Bon, tu vois, c'est des choses vraiment très intéressantes. Puis, ça participe, encore une fois, de la variété, de la diversité du festival. En terminant, je veux juste faire un petit aparté. On va terminer sur ça. C'est la 2e année, 3e année que vous avez comme des résidences en musique? Vous avez oui. OK. Avec ce qu'on appelle le mentorat. Le mentorat, c'est ça, je cherchais le bon terme et tout ça. Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que vous êtes fiers? Ah, bien, tout à fait. Dans le sens que, est-ce que tu as vu les résultats d'avoir permis à ces musiciens-là de pouvoir percer ou c'est comme une espèce de camp d'entraînement? En fait, c'est même la 4e année parce qu'on a commencé en 2022 de mémoire et c'est un projet qui connaît vraiment beaucoup de succès.
Je te dirais qu'il faudrait évidemment demander aux jeunes artistes directement qu'est-ce que ça leur apporte concrètement ou moins concrètement, peut-être sur le plan humain, sur le plan artistique, mais c'est une très belle initiative et on la maintient justement parce qu'on y croit très fort et on sait qu'il y a des contacts importants qui se font ici par le biais de ce projet-là pour certains de nos jeunes musiciens et musiciennes. Ouais. Bon, bien, je te remercie, Renaud, de ta participation. Puis on se va se revoir dans un amphithéâtre rempli dans les prochains jours. Merci. Bonne fin de journée. Sur ce, allons à la pause. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 4 juillet, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Christiane Boucher. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Lorraine Gauthier. Demain, samedi 5 juillet, le CABA souhaite bonne fête à Luigi Forchini. Et la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Lucie Manègre. Dimanche 6 juillet, beaucoup d'anniversaires. Tout d'abord, c'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui souhaite bonne fête à Linda Robillard, à Hélène Manègre, à Michel Lavallée et à Richard Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Si vous écoutez ce bulletin, donc, en ce vendredi, on rappelle que l'événement Berthier Rythme se déroulera le 5 juillet au parc Sainte-Geneviève à Berthierville, une initiative de la ville de Berthierville, sous le thème « On s'y retrouve ». C'est une belle occasion là, de découvrir aussi d'autres cultures, notamment par la foire alimentaire interculturelle. Il y aura au moins des mets en provenance là, de gens qui proviennent, eux, d'une dizaine de pays différents. Donc, on vous invite à découvrir la diversité culturelle de notre région à travers une variété de délices culinaires. Il y aura aussi de l'animation jusqu'à 20h le soir. On rappelle que ça débute en après-midi à 13h30. Il y aura aussi une zone familiale avec des sculptures de ballons, maquillage, écriture arabe. On pourra découvrir ça. Activités de bricolage pour les enfants, tresses africaines. Bref, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Et il y aura un spectacle en fin de soirée, le spectacle La Grand-Messe, un hommage aux cow-boys fringants. On rappelle maintenant, que André Villeneuve, le maire de Lanoraie, a visité nos studios il y a quelques jours. Il nous a notamment parlé du projet Autré branché ou branché Autré, peu importe, qui touche maintenant Lanoraie, le cœur villageois, donc le centre de Lanoraie, où la fibre optique est prévue pour bientôt. On l'écoute. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de fibre optique. En 2021, le gouvernement du Québec a lancé un programme pour fibrer ou déployer la fibre sur l'ensemble du territoire québécois. Et pour ce faire, pour la MRC d'Autré, il a passé justement par la MRC qui a eu le contrat ou le mandat, si vous voulez, de déployer la fibre partout sur le territoire afin que tous les Québécois soient branchés à la fibre optique. Sauf que lorsqu'il a fait l'annonce en 2021, il s'est repris, le gouvernement, quelques semaines plus tard, en retirant le noyau villageois de Lanoraie de son programme. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la technologie d'il y a 30 ans dans le village qui est restée la même, donc ce qu'on appelle le câble, ou si vous préférez, le cuivre. Cette vieille technologie-là, on le sait, bon, elle est dépassée. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que là, on se retrouve avec le village qui a toujours cette vieille technologie-là, alors que tout autour du village, les gens ont la fibre optique. Alors, il fallait faire quelque chose, il fallait bouger. Et j'ai donc fait une proposition au maire de la MRC pour que la MRC puisse finalement déployer la fibre optique dans le noyau villageois à Lanoraie. On parle de plus de 1000 foyers qui sont sur le câble ou sur le cuivre actuellement. Mais avant de continuer,
je vous invite à écouter cette petite vidéo où je remercie justement mes collègues et j'explique un peu la démarche. Alors, je vous laisse écouter ça. Ben oui, je vous remercie, collègues autour de la table, parce que c'est un projet qui, à mon avis, est essentiel de brancher tout le monde sur la fibre optique. Vous allez me permettre juste un petit historique. Hein? Ça a commencé vers le milieu des années 2000 avec la commission scolaire. À l'époque, Bill Bonus nous corrigera, mais on avait embarqué avec la commission scolaire pour brancher. La commission scolaire branchait des écoles en déroulant la fibre et dans la MRC d'Autrey. Et nous, ben, on branchait l'hôtel de ville, les usines, soit d'eau potable ou bon, toutes les installations municipales quand on voulait bien les brancher. Ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, toutes les écoles du Québec qui branchent. Et on a acquis des breaks hein, dans la fibre qu'on a déroulé à l'époque avec la commission scolaire. Et on a développé un système de location de cette fibre-là. Et David Morin, M. David Morin, que je veux saluer en passant, qui travaille à la MRC, qui s'occupe essentiellement justement du réseau de fibre optique, a reçu du Sénat une lettre lui disant que c'est un modèle tellement bon qu'il devrait être répandu à travers le Canada. Et dans le volet 2, parce qu'il y a eu un volet 2 en 2021, puis qui est lancé par le gouvernement du Québec, on a aussi la MRC gagné de premier prix national. C'est quand même pas rien. Parce que des fois, on se pose la question, ça sert à quoi une MRC? Hein? Souvent, donc on fait nos budgets, hein, on voit la ligne code-part MRC, puis là, on se pose des questions, ça sert à quoi? Bien, la force du nombre fait en sorte qu'on a développé un système extraordinaire. Puis je salue tout le monde autour de la table parce que vous avez travaillé très fort, j'en vois l'équipage de la table qui a fait le ciment, M. Frigon et de on est dessus, puis M. ici à côté de moi aussi a travaillé très fort là-dessus. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et où je veux en venir, c'est qu'en 2021, le gouvernement a fait Autrey branché 2 et il a retiré le noyau villageois de Lanoret, de son programme. On est à Lanoret, dans le noyau villageois, environ 1000 portes. Et de ces 1000 portes-là, ils sont sur le cuivre, une technologie d'il y a 30 ans. Et c'est démontré que quand tu es sur le cuivre, ben, ta maison ne prend pas de valeur nécessairement parce que lorsque tu es sur la fibre, le CRTC dit que tu gagnes de 3 à 7 de valeur supplémentaire puisque tu as la fibre. Alors, on est pris, nous autres, à Lanoret avec cette situation-là. Alors, c'est là que je veux vous remercier d'avoir accepté d'aller de l'avant avec Autrey branché 3 pour qu'on puisse, à Lanoret, brancher tout le monde sur la fibre optique. Amener la concurrence. Donc, assurément, il y aura une baisse du coût mensuel que les gens, ceux qui vont se brancher sur la fibre lorsque ça sera fait. Et ça permet de rentrer dans l'ère de la fibre optique parce que, juste un exemple, il y a un citoyen, en fait, un couple, qui a voulu s'installer à Lanoret dernièrement. Ils ont demandé pour l'investissement des pauses. Vous avez haute vitesse, OK, c'est quoi? C'est le cuivre. Donc, la vieille technologie de 30 ans sont partis. Ils n'ont pas acheté. Ils n'ont pas acheté. Parce que les autres, ils ont besoin de rapidité, d'efficacité pour le travail. C'est ça, les jeunes professionnels ont besoin de tout ça pour pouvoir travailler. Donc, ils ne s'établiront pas à des endroits où la technologie dépasse. Alors, je tiens à vous remercier, puis je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que ben ouais, une MRC, ça sert à ça et à bien d'autres choses. La force du don. Voilà. Vous savez, j'ai vu nous autres ici à Saint-Ignace, il y a 950 POC qui ne sont pas desservis. On a mis la fiche. N'importe OK, exact. Imaginez. On a fait Il a fait la proposition, donc, M. Bayette, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, on a voté, j'ai fait une proposition à la MRC, on l'a voté, ça a été unanime, donc pour enclencher le processus. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que mardi dernier, le 1er juillet, à la séance du Conseil de la municipalité de Lanoret, le Conseil a voté une résolution à l'unanimité qui fait en sorte qu'on est prêt, donc la municipalité est prête à signer l'entente avec la MRC afin d'aller de l'avant avec ce projet-là. Ce qui veut dire que, pour avoir un ordre de grandeur, on s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, le déploiement de la fibre soit effectué dans tout le noyau villageois à Lanoret et que dès le début 2026, les gens qui feront la demande aux différentes entreprises, parce que oui, on va louer la MRC va louer la fibre à des entreprises privées qui vont pouvoir brancher chacune des maisons qui voudra bien être branchée à la fibre optique de la MRC. Ce qui veut dire que, dans le fond, en amenant cette concurrence-là sur le territoire, et ça, on l'a démontré là, dans d'autres MRC et ailleurs au Québec, qu'en amenant la compétition, souvent, plus souvent qu'autrement, on se retrouve avec des coûts d'abonnement qui diminuent de moitié, ce qui représenterait, en fait, pour un foyer dans le noyau villageois à Lanoret, ce qui représenterait une économie entre 800 et 1 000 $ par année. Donc, ce n'est pas rien. Alors, je voulais partager ça avec vous. C'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Vous nous avez beaucoup interpellés par rapport au fait qu'on avait une technologie, une vieille technologie, alors que tout le Québec
finalement est branché sur la fibre optique. Alors voilà, je voulais partager ça avec vous. On est très fiers, très heureux que ça puisse aller de l'avant. Puis j'en profite encore une fois pour remercier l'ensemble des collègues, des maires de la MRC d'avoir accepté d'embarquer dans cette belle aventure. Alors sur ça, je vous dis bonne fin de journée, merci et à bientôt. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 juin dernier, à l'aube de ses 71 ans, est décédée Mme Solange Dubois, épouse de Rénal Caillé, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Annie, Jean-Sébastien Rivet, Sébastien, ses deux petits-enfants, Emmanuel et Mathis, son frère et Jean Dubois, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Raoul Caillé, Isabelle Clermont, Étienne Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 5 juillet dès midi en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Des funérailles suivront à 14 heures en ce même lieu. Madame Dubois sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Raymonde Bellumeur, épouse de feu Michel Godin et conjointe de Jean-Yves Reynaud, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Réjeanne Monette, feu Henri Bellumeur, ainsi que plusieurs membres de la famille Godin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous recevra, vous accueillera vendredi, le 11 juillet, de 19 à 21 h, les samedis 12 juillet, dès 9 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. À cet endroit se tiendra une liturgie le même jour à 11 h. Ça se déroulera à la chapelle du complexe. Madame Raymonde Bellumeur sera inhumée au cimetière Saint-Ange de Sorel. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 20 juin dernier, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Maria Bianchi, épouse de feu René Vadnet, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Vadnet, Pierre Villeneuve, Mario Vadnet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vadnet, José Fafard, Carole Vadnet, Benoît Lacourcière, ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréane Saint-Martin, Nicolas Lafrance, Sébastien Vadnet, Marie-France Vadnet, Mathieu Robillard, Sabrina Vadnet, Jean-David Degagné, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vadnet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, François Bianchi, Monique Coine, Vincent Bianchi, Madeleine Doucet, Ginette Bianchi, Michel Desmarais, Hollande Bianchi, Serge Laprade, Marcel Morel, feu Maurice Vadnet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier, le personnel du CHRDL et le personnel des soins palliatifs au Piémont à Saint-Jean-de-Matha. Ces gens sont remerciés pour les bons soins prodigués à Mme Bianchi Vadnet. La famille vous accueillera samedi, le 12 juillet, dès 13 h, à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le même jour au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin dernier, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, voilà, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Meila Comtois, Zacharie et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 19 juillet, dès 10h30, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Jim Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 16 août dès 13h à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville ce même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 23, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour vendredi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour samedi matin, il y aura une température et un ressenti de 17, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 26, un ressenti de 31, avec quelques averses de 1 mm de pluie. Pour samedi soir, il y aura une température de 24, un ressenti de 29, avec des risques d'averses de 1 mm de pluie. Pour samedi nuit, il y aura une température de 21, un ressenti de 23, avec des risques d'averses de 1 mm de pluie aussi. Et pour finir, dimanche matin, il y aura une température de 23, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel variable. Pour dimanche après-midi, il y aura des risques d'orage dispersés de 2 à 4 mm de pluie, avec une température de 31, avec un ressenti de 41. Pour dimanche soir, il y aura une température de 28, un ressenti de 38, avec des risques d'orage de 1 mm de pluie. Et pour dimanche nuit, il y aura une température de 18, un ressenti de aussi 18, avec quelques averses de 2 à 4 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.